Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du troisième chapitre du programme d'histoire de 5e et qui s'intitule Les villes au Moyen-Âge. On a vu dans une première vidéo l'ordre seigneurial, donc comment ça se passait surtout dans les seigneuries et au niveau des campagnes, et maintenant on va essayer de s'intéresser plus spécifiquement aux villes et d'essayer de comprendre comment la croissance démographique que subit l'Europe au cours du Moyen-Âge, donc aux alentours du Xe-XIIIe siècle, va permettre justement le développement de villes. Alors, à partir justement du Xe siècle, les villes vont prendre leur indépendance vis-à-vis des campagnes et vis-à-vis des seigneurs grâce à ce qu'on appelle des chartes de franchise qui vont être octroyées par les seigneurs pour leur donner une forme d'indépendance. Et donc les villes vont avoir une très forte croissance urbaine, c'est-à-dire une augmentation considérable de la population dans les centres urbains, donc dans les villes, et se développer notamment grâce au commerce, puisqu'on va avoir beaucoup de commerçants à l'intérieur de ces espaces. On va trouver dans les villes des institutions politiques, économiques, culturelles, religieuses, et ces institutions vont donner naissance à de véritables sociétés urbaines dans lesquelles l'Église, mais également les bourgeois ce sont les habitants du bourg, donc les habitants des villes, vont occuper une place très importante. Alors, dans un premier temps, on va chercher à savoir comment les villes ont obtenu une émancipation, c'est-à-dire une indépendance vis-à-vis des seigneuries et des seigneurs, et comment est-ce qu'elles se sont développées. Je vais vous parler juste avant des chartes de franchise. Ce sont des documents officiels, donc des chartes, qui vont donner des privilèges, c'est-à-dire des franchises, à certains espaces. Les villes vont commencer à négocier cette indépendance avec les seigneurs pour pouvoir organiser leur commerce de manière beaucoup plus libre et ensuite elles vont s'organiser entre elles en formant ce qu'on appelle des conseils municipaux avec des représentants municipaux. Alors, à l'époque, à quoi ressemblent les villes? Si je prends par exemple la description qui est faite par Chrétien de Troyes et du personnage de Perceval qui arrive donc dans une ville, donc c'est un chevalier, Chrétien de Troyes c'est un auteur du Moyen-Âge, donc là on est sur un texte littéraire. Pour autant, on peut quand même se servir de la littérature pour pouvoir le coupler avec des données historiques qu'on peut posséder, notamment des données architecturales, pour essayer de retrouver des éléments qui permettent de comprendre comment étaient les villes à cette époque. Chrétien de Troyes nous dit dans son histoire que Perceval regarde une ville qui est peuplée de gens nombreux et beaux, qui ont également dressé des tables chargées d'or, d'argent, toutes couvertes de monnaie, que le personnage voit des places et des rues qui sont pleines d'ouvriers, qui sont en train de faire tous les métiers possibles, donc les uns s'occupent des draps, les autres sont en train de tisser, d'autres font de l'or et l'argent. En gros, c'est une ville qui regorge de richesses et de nombreux produits qu'on peut trouver essentiellement à l'intérieur des espaces urbains. Donc évidemment, quand il dit que les tables sont couvertes d'or, de monnaie et de pierres précieuses, il faut sortir du cadre hyperbolique ou descriptif. Là, on est vraiment sur un côté plus littéraire. Par contre, nous, ce qu'on peut se servir en tant qu'historien, c'est de se dire qu'effectivement, on sait qu'à l'époque, les villes sont des lieux de brassage financier, des lieux qui font office de centre économique, et donc on peut le retrouver à la fois dans la littérature et dans l'histoire pour comprendre que dans les villes, on a la présence de beaucoup de commerçants. Donc ces villes obtiennent à partir du Xe siècle des chartes de franchise où vous allez avoir un seigneur qui va donner à la ville cette indépendance, donc ce privilège d'indépendance qu'on appelle donc une franchise et qui en général le fait en échange d'une contrepartie généralement financière ou d'avoir un privilège par exemple au niveau du marché. Et donc ce sont comme ça que progressivement la ville s'émancipe de l'autorité du seigneur. Alors la ville au Moyen-Âge c'est un espace qui est souvent clos, qui est entouré donc de remparts où vous allez avoir la ville-centre au milieu, les remparts autour qui servent évidemment à la protéger en cas d'attaque, et ensuite d'autres habitants qui vont vivre dans ce qu'on appelle les faubourgs. Donc vous avez le bourg, en gros c'est l'espace du centre, les murailles, puis les faubourgs, les espaces qui sortent de la ville, puisque la ville souvent déborde, parce que soit ça coûte trop cher, soit c'est difficile de s'y loger parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec les terres agricoles, puis les seigneuries. Au niveau de l'intérieur, je vous disais, ce sont des espaces qui sont assez étroits, les rues ne sont pas du tout larges, les maisons sont petites, les ruelles sont très étroites, on a du mal à se croiser. Il n'existe pas non plus de système d'égout, de canalisation tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, donc il faut vous imaginer que les rues sont très très sales, parce qu'on jette les pots de chambre et on jette tous les excréments par les fenêtres, donc par terre ça ne devait pas être très reluisant ni sentir très très bon. Et ce qu'on retient, c'est surtout que les villes sont des lieux d'échange et de commerce. Dans les villes, on va retrouver les bourgeois. Donc les bourgeois, ils sont divisés en plusieurs catégories. D'un côté, vous avez les bourgeois privilégiés et de l'autre côté, vous avez les bourgeois non privilégiés. Donc, parmi les bourgeois privilégiés, vous allez vous retrouver par exemple avec les très grands marchands. Donc les très grands marchands, ils dominent la ville
Ils possèdent beaucoup d'argent, généralement ils en profitent pour faire construire de très beaux monuments, des palais, des grandes demeures à l'intérieur de la ville. C'est le cas par exemple ici de cette illustration qui représente Jacques Coeur, qui est un puissant marchand qui lui possédait des navires, qu'il va charger notamment de laine, de produits manufacturés, c'est-à-dire de produits transformés, et qu'il va transporter ensuite vers l'Afrique et l'Orient. Donc là on est sur du grand commerce, du grand marchandage, avec notamment la présence des navires et des échanges qui s'effectuent à travers l'Europe en direction du Moyen-Orient. Ensuite, parmi les autres personnes privilégiées, vous allez avoir les hommes d'affaires, vous allez avoir les nobles, vous allez avoir également tous les membres du clergé, c'est-à-dire tous les membres de l'Église qui ont une place particulière. Et ce sont ces personnes qui vont diriger la ville et diriger à partir de ce qu'on appelle le conseil municipal. Alors, le conseil municipal, il est composé de ce qu'on appelle les échevins. Les échevins, ce sont donc ces personnes qui composent le conseil et qui sont chargés notamment de réglementer la ville. Par exemple, de faire justice, de prélever les impôts, de s'occuper de la réglementation des échanges commerciaux. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qu'on appelle les bourgeois non privilégiés, parmi lesquels on va trouver les petits commerçants, les apprentis et les compagnons, les mendiants et aussi eh bien, finalement tous les autres métiers qui ne sont pas du tout prioritaires. Alors justement, les petits commerçants, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ville, la majorité des habitants sont des artisans et des petits commerçants. Les artisans, ce sont eux qui réalisent les produits et qui vont les vendre. Ils se trouvent dans des boutiques, donc c'est pas des magasins tels qu'on connaît aujourd'hui, généralement on les trouve dans les petites ruelles des villes médiévales, et ils vendent ensuite leurs articles, soit directement dans la ville, soit en les exportant sur les foires, donc les foires plus ou moins grandes, en fonction de la taille, en fonction du jour, puisqu'il y a des foires qui sont réunies de manière hebdomadaires, d'autres qui vont être réunies de manière annuelle, comme par exemple les grandes foires de Provins. Alors il y en a 2 par an, ce sont des très très grandes foires où on va notamment échanger des produits qu'on n'a pas forcément l'occasion de toujours trouver, puisque sinon on va avoir dans les villes plutôt le marché qui est organisé eh bien, toutes les semaines, un petit peu comme ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les marchés plusieurs fois par semaine dans les villes et les villages, sauf qu'à l'époque, il faut bien vous imaginer qu'il n'y a pas de grandes surfaces, il n'y a pas de grands centres commerciaux, donc c'est là qu'on vient s'approvisionner en nourriture, ou pour par exemple des petits objets du quotidien, ou des vêtements tels que les draps, la laine qu'on pourrait utiliser, ou les tissus qui permettent de confectionner nos vêtements. Et par contre, on va avoir les très grandes foires, où là on va trouver des produits qu'on ne peut pas trouver de manière normale, ou des foires plus spécialisées pour par exemple acheter du bétail. On va avoir également tous les métiers qui sont notamment spécialisés, comme par exemple les boulangers, les charcutiers, les fromagers, les couteliers, les teinturiers, les tisserands, les fleuristes, enfin des métiers vraiment qui demandent une qualification et un apprentissage. Comment on arrive à exercer ce métier? Déjà, on passe par un apprentissage. Donc, un apprenti, c'est quelqu'un qui va aller se former auprès d'un maître et qui va, en échange de cette formation, être logé, nourri. Une fois qu'il a fait cette formation, qui va durer 7 ans, parce que l'apprentissage c'est 7 ans, l'apprenti devient compagnon ou valet, c'est-à-dire le salarié du maître. Il peut choisir de rester compagnon. Mais si jamais il a envie de devenir maître lui aussi, eh bien il va falloir qu'il réalise un chef-d'œuvre et qu'il obtienne l'accord des autres maîtres du métier à qui il va présenter ce chef-d'œuvre. Donc admettons, vous êtes apprenti boulanger, vous faites votre apprentissage pendant 7 ans, vous devenez compagnon, puis vous vous dites que vous voulez devenir maître, vous allez devoir réaliser un chef-d'œuvre. Donc par exemple, vous vous dites je vais faire un magnifique pain tressé que vous allez présenter devant eh bien, les autres boulangers maîtres qui vont valider ou non votre pain et vous accorder le titre de maître. Et une fois que vous êtes devenu maître, vous pouvez posséder un atelier, vous pouvez également former d'autres apprentis, alors que si vous n'étiez resté que compagnon, vous n'êtes que salarié de votre maître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque métier fait partie d'une corporation. Une corporation, c'est une association de gens qui appartiennent à un même métier, et cette association est chargée de réglementer le métier, comme par exemple la corporation des pâtissiers, ou la corporation des boulangers, ou des couteliers. Et comme ça, on a une réglementation du métier, ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, et ça garantit le savoir-faire de la personne. Enfin, dernière chose, il faut savoir... Enfin, dernière chose, l'église est très présente à l'intérieur de la ville, ainsi que les religieux, et donc on va chercher à comprendre à quoi servent les églises dans les villes, et quel rôle vont jouer justement les membres du clergé. Le clergé, je rappelle, c'est l'église. Donc, à l'intérieur des villes, plus ou moins grandes, on va trouver la présence de l'église, un petit peu comme ce qu'on pouvait trouver au village. Et dans les très grandes villes, on va trouver des cathédrales. Je vais prendre, pour pouvoir illustrer mon propos, l'exemple de la ville de Paris et de la cathédrale de Notre-Dame. Alors, les cathédrales, à l'inverse des églises, ce sont des édifices qui sont immense et à l'intérieur on va retrouver non pas un prêtre mais un évêque
et ce sont des symboles à la fois de pouvoir religieux et politique. Donc à l'intérieur des villes, l'église est quand même très importante puisque je vous rappelle que comme c'était le cas dans les campagnes, elle structure la communauté. Donc dans les campagnes, elle structurait la communauté villageoise. Ici, elle va structurer la communauté urbaine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont les religieux qui possèdent le monopole notamment de l'enseignement. Donc déjà, ils vont rythmer la vie du chrétien, puisque tous les dimanches, les chrétiens vont à la messe. Mais en ville, on va retrouver également les écoles épiscopales, qui sont chargées notamment de l'enseignement et des préceptes religieux, alors qu'à l'inverse, les écoles municipales, elles, seront chargées plutôt de tout ce qui est calcul écrit.